Bonjour Yann, comment vas-tu? Coucou, très bien. Non, je ne suis pas encore député, hein. Peut-être un jour, qui sait. Bon, merci en tout cas de ta présence. Désolé de t'avoir fait attendre. Mais Euh, il y a pas de problème. Il y a aucun problème. Là, j'ai vu, tu mettais le dessous des cartes. Bah, qu'est-ce que j'ai à dire après, hein, après la qualité? C'est terrible, c'est terrible. je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Exactement. Non, mais c'est bon, t'inquiète pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous. Alors, déjà, avant de raconter ce qui se passe, déjà, je vais te remercier encore. Je crois que c'est attends, ça fait C'est la j'ai un doute. troisième fois, ouais. Troisième fois, c'est ça, j'avais un doute si c'était la deuxième ou troisième fois, je suis rapidement perdu. Donc, troisième fois pour l'invite. Donc, merci énormément, ça me touche beaucoup. Je vais essayer d'apporter un peu de plus-value sur le sujet de l'Inde et du Pakistan et du Cachemire, où il y a tout le monde qui s'étrangle sur le sujet. Je pense que tu en as déjà pas mal parlé aussi dans tes lives, ou pas du ou Pas très peu. encore, justement, pas Pas encore. encore. D'accord. Bon, comme le disait très bien, en gros, le dos des cadres, ben, cette semaine, il y a eu un attentat. C'était, je retrouve le nom, alors il n'a pas été revendiqué, mais c'est supposé être le Front de résistance du Cachemire qui a réalisé cet attentat. En gros, c'est un mouvement qui est contre l'intégration du Cachemire au sein du territoire indien. Parce que comme le D'accord. disait le reportage, 97% de la population du Cachemire est musulmane à peu près, pour 3% d'hindous. Et comme le disait aussi le reportage, hein, depuis l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, les deux puissances se frappent mutuellement, ou en tout cas se tabassent dans la région. Il y a rien, en fait, il y a rien de nouveau techniquement dans le secteur sur le plan des tensions. On arrive sur un pic, une crise, on va voir comment ça va être géré et qui va bouger ses pions selon. Voilà. Je voulais te poser une question parce que tu Oui. évoques la population hindoue très faible et surtout Mmh. musulmane dans le Cachemire, qui est donc une région indienne Oui. reconnue. Voilà. Est-ce que ces tensions ne se ravivent pas du fait des politiques, on va dire, hostiles aux musulmans mises en place par Narendra Modi? Est-ce que ça n'a pas un lien direct, en fait? Alors, si, totalement, parce que Narendra Modi, en gros, c'est le Premier ministre, mais en Inde, le Premier ministre, c'est le chef d'État. Hein, c'est comme en Allemagne, il y a un président en Allemagne, le président, il a un rôle très symbolique. C'est pareil Mhm. en Inde, c'est le Premier ministre qui a le pouvoir. Narendra Modi, il est de l'aile extrême droite religieuse, pour dire les choses simplement et caricaturalement en tranchant dans le vif. Et lui, il s'est jamais caché du fait, avec ses ministres, qu'il fallait hindouiser le Cachemire. Euh, donc ça, il n'y a rien de nouveau. En Inde, il y a les autorités ferment les yeux en territoire indien. Je parle pas du Cachemire, je parle vraiment de D'accord. l'Inde, pas le Cachemire. Il y a pas mal de milices ou de groupes un peu d'extrême droite qui font des sorties régulièrement et qui tapent des musulmans. Euh, et souvent, le pouvoir en place est accusé de fermer un peu les yeux ou pas de beaucoup réagir sur ce genre de violence. Et ensuite, après, au niveau du Cachemire, à un moment, dans le reportage du dessous des cartes, il y a eu un tournant, c'était 2019, c'est la fin de l'autonomie, du statut d'autonomie ou de semi-autonomie du Cachemire. En gros, ils pouvaient faire un peu leur petite politique dans leur coin, ils avaient les ordres de la capitale New Delhi, mais ils faisaient un peu le truc à leur sauce. Et en 2019, Bon, comme les Corses chez nous, hein. quelques différences près tout de même. Pardon, je voulais mettre une touche d'humour dans un truc dramatique, désolé. J'ai pas envie d'avoir des Corses ensuite qui me menacent. Mais en gros, en 2019, il y avait eu plusieurs attentats, un qui avait tué un policier et 4 militaires, et ensuite il y avait un bus qui avait été attaqué, un bus rempli d'hindous. Et en 2019, Narendra Modi avait dit OK, let's go, fin du statut d'autonomie du Cachemire indien. Donc il y a eu coupure d'internet pendant plus d'1 an. C'était un nomade, enfin zéro info. Beaucoup d'accusations de torture, d'arrestations arbitraires, et une chose aussi qui crispe encore plus la situation du Cachemire, c'est que le Cachemire, moi j'aurais pas pensé, ah purée, j'ai la caméra qui fait T'inquiète, des je t'ai replacé. autofocus dégueulasses. J'ai essayé faut que je règle ça. Et euh, l'Inde, Narendra Modi essaye de développer le tourisme dans la région,
donc du tourisme interne d'hindous, majoritairement pour, entre guillemets, un peu coloniser le bousin, et il facilite des politiques de gens, s'ils veulent se déplacer, acheter des maisons et vivre dans le Cachemire. Donc, pour les populations du Cachemire, c'est une politique de colonisation à bas bruit qui se fait dans la région. Narendra Modi, qui je rappelle, c'est son 3e mandat depuis 2014, et qui a perdu beaucoup de sièges, mais qui a réussi à sauver sa majorité l'année dernière. Donc il est là encore pour un moment. Il est encore là pour un moment. Il a été affaibli. Il n'est pas dans une phase où il a beaucoup de soutien. Où en fait il est en baisse de soutien. Je sais pas. Là je vois Soleil du 34 qui dit majorité relative. Je ne sais pas si c'est une majorité relative. Ça j'ai un doute. Je me suis pas penché sur la question. Et en fait ce qui est le plus dangereux dans cette crise actuelle, je dirais à titre personnel, c'est que vu que Narendra Modi il n'est pas en bonne santé politique intérieure, agiter le spectre de la menace pakistanaise et de l'instabilité. Alors non, il a une majorité absolue. Alors juste, je précise, il a 293 sièges de sa coalition sur 543, donc il a la majorité absolue. Voilà. D'accord, donc majorité. Pas énormément, parce que voilà, mais il a une majorité absolue. Voilà, c'est ce que j'avais cru comprendre, qu'il s'était affaibli politiquement. Et en fait, c'est ça le risque, c'est en fait que cette crise soit utilisée comme un outil politique pour fédérer autour de lui, en fait, tout simplement. Donc, d'ailleurs, ce qui est assez dingue, c'est que il y a une très faible différence avec ceux qui sont derrière lui, alors que quand même, en termes de voix, il fait 36 millions de voix, et celui derrière fait 137 millions de voix. Donc il y a 100 millions de voix d'écart, mais il y a que 40 députés d'écart. Enfin, que 50 députés d'écart. C'est incroyable. Alors, c'est plus toi qui es le spécialiste des systèmes politiques. C'est les circonscriptions qui font en fait. Voilà, je pense en termes de population, on va dire, à mon avis, je pense que, enfin, en voyant ça comme ça, je pense qu'il a les bastions des grandes villes qui fait que du coup, bah, il a des endroits où il y a beaucoup de population. Mais voilà, 100 millions de voix, c'est énorme de différence entre les deux, quoi. Entre lui et son opposition. Ben, il faut relativiser, hein. C'est un pays d'1,4 milliard d'habitants. Oui, comme ça, oui. C'est une circonscription en moins, quoi. Je caricature, mais voilà, c'est 1,4 milliard, faut pas l'oublier. Je crois que le Pakistan, ils sont à 247 millions. Ouais, bah oui. Donc voilà, et juste, je me permets, désolé, je m'insère dans ton chat. Je voyais qu'il y avait quelqu'un qui disait le Pakistan, c'était l'Inde avant, si j'ai bon. Oui, le Pakistan et l'Inde, c'était une colonie anglaise c'était l'empire des Indes orientales, en fait. Et quand il y a eu l'indépendance en 47, ça s'est déchiré, en fait. Ça s'est déchiré entre ceux qui voulaient un État musulman et ceux qui voulaient un État hindou. Donc la situation était déjà très compliquée à l'époque. Et d'ailleurs, je note, là je viens d'aller regarder la carte des élections, de ce que je vois, le Cachemire n'a pas eu d'élection, enfin ne vote pas, ou ne votait pas en tout cas en 2014. Donc ça doit rajouter de la tension sur le sujet quand même. Ouais, ça doit pas apaiser, on va dire. Non, je pense que quand tu te sens en mode confin oublié et que on essaye de te tabasser régulièrement et de te réduire tes droits, ça aide pas. Et du coup, là, actuellement, alors, je l'ai pas mis, du coup, j'ai juste évoqué le dessous des cartes juste avant, mais j'ai vu qu'il y avait déjà eu des répercussions importantes de la part de l'Inde. Même très importantes quand on voit, parce que ça parle d'expulsion de tous les Pakistanais d'Inde, sauf diplomatiques, mais ça parle surtout de l'eau. Oui, alors, je reviens vite fait sur les trucs. En gros, ils vont interdire les visas, ils vont chercher à expulser les Pakistanais qui sont sur le sol indien, etc. Fermeture de la frontière entre les deux pays. Et il y a cette question de l'eau, et de la fermeture de l'eau, ça le montrait un peu dans le reportage, du fleuve Indus, qui alimente à peu près 80% de l'agriculture du Pakistan, et l'agriculture pèse à peu près, ce secteur agricole pèse, je reviens sur mes petites notes, j'avais fait quand même des petites notes avant, c'est entre 25 et 30% du PIB pakistanais qui dépend de ce fleuve, en fait, en raison de l'agriculture, des industries et tout le tintouin. Après, faut relativiser entre déclaration et fait, parce qu'il faudrait, pour bloquer
toute l'eau, avoir tout un tas d'infrastructures qui puissent bloquer à plusieurs échelles le, le flux de l'eau Ok. du fleuve hindou. Donc, moi, de ce que j'ai vu, hein, j'avoue, je suis pas spécialiste du fleuve hindou, Ils ont suspendu le traité en tout cas. Voilà. ils ont suspendu le traité, mais entre le moment où il y a suspension et le moment où il y a arrêt, va falloir les moyens. Et ça, de ce que j'ai cru comprendre en lisant pas mal de papiers sur le sujet, actuellement, l'Inde n'a pas la capacité de couper le robinet complètement parce qu'ils n'ont pas assez de barrages pour gérer le fleuve. Alors là, je réponds juste à la truite. Truite qui demande combien il y a de mandats et combien d'années pour Modi. Modi, il est déjà à 10 années de mandat, presque 11. Et en fait, il est Premier ministre. Donc je pense que tant qu'il a une majorité, il n'y a rien qui l'empêche d'être Premier ministre de l'Inde. Voilà. C'est ça. Après, je ne sais pas s'il y a, comme dans certains pays, une limitation en termes de nombre de mandats, etc. Ça, Bah, vu que c'est un poste de Premier ministre qui dépend d'une majorité de l'Assemblée, je sais pas. c'est, Parce que pareil, en France, par exemple, on pourrait avoir... Bon, c'est pas le cas, mais imaginons, on pourrait avoir Bayrou qui aurait été Premier ministre pendant 50 ans. À partir du moment où il est nommé par la majorité de l'Assemblée, c'est le président qui est délimité. Mais bon, vu que là-bas, le rôle de président, c'est un peu celui de Premier ministre, bon, voilà, c'est compliqué de savoir. Je t'avoue, connaître la constitution de l'Inde, de la truite, désolé. Hein, C'est mais... ça, je suis désolé, je suis pas spécialiste du comportement électoral et du système électoral. Voilà, en tout cas, il y est depuis 11 ans, il y est. Voilà. Depuis 2014. Donc voilà, donc c'est bien ancré dans la vie politique. Et je voyais là, ça parle. Pareil, désolé, je me saisis de ton chat, je te vole Non, mais tu as raison. ton live. C'est par exemple, il y a, je vais massacrer le pseudo, Bamban Biglo qui dit les Chinois sont le modèle de ce genre de manœuvre par rapport à la rétention d'eau. Je vais juste rebondir sur ça. C'est que aussi, il y a donc le Pakistan et l'Inde qui se déchirent sur le contrôle du Cachemire, mais la Chine aussi contrôle une partie du Cachemire, ou C'est ce que j'ai revendique en tout cas demandé. une partie C'est parfait. du Cachemire. Et les Chinois et les Indiens, chaque année, il y a des morts. Parce qu'ils ont des zones où ils doivent patrouiller à la frontière, ils n'ont pas le droit d'avoir des armes à feu pour éviter l'escalade, mais ce qui fait qu'ils se poussent avec des bâtons, et vu qu'ils sont sur la chaîne de l'Himalaya, bah, quand le type il tombe, il fait enfin, ça chute, quoi. Oh, Donc régulièrement, on a des vidéos qui reviennent avec des Hindous et des Chinois qui se tapent dessus à coups de bâton en haut des chaînes montagneuses de l'Himalaya. d'accord. Ouais, ok. Pourquoi pas, hein, c'est particulier, hein, mais là, c'est-à-dire que là, t'as encore une question de revendication territoriale, donc qui oppose Ouais. 3 États, en fait, là. C'est ça, en fait, il y a 3 États qui se déchirent. La Chine est plus en retrait par rapport au Pakistan et l'Inde qui, eux, depuis leur indépendance, se sautent à la gorge dès qu'ils peuvent. Mais à chaque fois, ça a toujours été à peu près mesuré. À part la guerre civile c'est ce qu'on appelle la troisième guerre, qui est de 1971, où ça permet l'indépendance du Bangladesh, où là, on compte entre 500 000 et 300 000 morts, mais c'était plus une guerre civile avec le Pakistan et l'Inde qui s'ingéraient dans le truc, mais dès qu'il y a eu une confrontation entre Inde et Pakistan, il y a eu des morts, mais ça a jamais trop dérapé, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il y a tout le monde qui fait « Ah, il y a 2 puissances nucléaires qui se menacent ». Oui, mais en fait, Ouais. restons attentifs et ok, ça fait du putaclic et ça génère du vu si vous dites la guerre nucléaire en approche, mais faut rester quand même assez voilà, prendre du recul. Mais du coup, là, actuellement, t'as quand même une frontière au Cachemire, Mmh. qui, quand même, des limites, c'est reconnu par les 2 États qui ont pourtant des revendications, non? Oui, c'est une frontière qui est reconnue, euh, mais c'est une reconnaissance qui leur a été plus ou moins imposée par les autres puissances qui en avaient marre, qui se Statu tapent quo. dessus. Voilà, c'est une sorte de statu quo, D'accord. mais c'est pas pour autant qu'ils essayent de grignoter l'un et l'autre. Et souvent, l'Inde en fait essaye de raffermir son influence dans le Cachemire, et le Pakistan, c'est pour ça qu'il est pointé du doigt. C'est réputé, ils soutiennent souvent des groupes armés pour déstabiliser un peu les voisins. Donc c'est tout sauf improbable que le front de résistance soit de temps en temps un peu livré en armes ou ce genre de choses par le Pakistan pour donner des petits coups de couteau là dans les reins de l'Inde. C'est pour ça que l'Inde gueule sur le Pakistan. D'accord. Voilà, tu vois, je viens de voir un article du Monde et de l'AFP qui vient de paraître ce matin, échange de tirs à la frontière entre les 2 armées au Cachemire.
Voilà, Euh, ça, pour l'instant, c'est des échanges de tirs. Il y a eu un garde-frontière indien qui a été capturé. Je ne sais pas s'il a été libéré, mais en tout cas, les deux parties sont en train de négocier pour le libérer. Euh, mais et c'est pareil, le Cachemire, c'est en hauteur. Enfin, on n'est pas à plus de oui, 10 mètres au niveau de l'eau. On est très haut. Donc, le moment où vous allez vouloir où ils vont vouloir faire une guerre de haute intensité dans la région, il va falloir les amener, les pièces d'artillerie, les dizaines et les centaines de milliers d'hommes, etc. On n'est pas sur un terrain simple sur le plan logistique pour amener les combattants et amener le matériel. Ce qui est le plus probable, c'est ce que l'Inde avait déjà fait de temps en temps, et le Pakistan, je crois qu'ils l'ont fait aussi, c'est peut-être des frappes aériennes, l'aviation qui arrive, qui rentre dans le territoire de l'autre, qui lance deux, trois petites bombes et qui se rebarre pour dire regardez, j'ai tapé, et il gonfle les muscles, et l'autre qui va devoir riposter, mais tout en regardant si ça dérape ou pas. d'accord. Et j'ai des clantaires qui me demandent réalistiquement qu'est-ce que c'est les chances pour que ça explose en guerre nucléaire. Si tu devais donner un pourcentage de chance. Alors, moi j'ai trois scénarios en tête. Probabilité numéro un, ça gonfle les muscles, ça se gueule dessus, ça se fait des tirs et ça dérape pas dans un conflit de haute intensité. Je pense que c'est le plus probable. Le moyennement probable, c'est que ça dérape en accrochage militaire où ça se fight dans le Cachemire de manière à peu près contrôlée. Et le plus improbable, mais qui est toujours là, c'est que ça dérape en guerre totale entre les deux nations. Après l'usage du nucléaire, les deux On a de pays la ont marge. 170, voilà, les deux pays ont 170 ogives nucléaires à peu près. Je sais pas s'ils vont s'amuser à faire du touche-touche nucléaire, quoi. Et je me posais la question, est-ce que la Chine pourrait devenir belligérante également d'un type de conflit comme ça pour essayer justement peut-être de profiter de ça pour récupérer une partie du territoire du Cachemire? Le plus probable, c'est que eux, ils soutiennent la partie pakistanaise et que les Oui. Américains, voyant les Chinois bouger, soutiennent un peu plus la partie indienne. Parce que Euh, si je me trompe pas, y a pas qu'à la frontière du Cachemire où il y a des oui, revendications de la Chine sur l'Inde, oui, il oui, me oui, oui, bah, semble. la Chine a des revendications sur tous ses voisins. Elle a des revendications territoriales par rapport à la Russie, elle a des revendications territoriales par rapport aux Philippines, la Malaisie, le Vietnam, et aussi par rapport à l'Inde, au Cachemire, et aussi dans la chaîne de montagne au niveau du Népal. Oui, c'est ce qui me semblait, voilà. Donc oui, pourquoi la Chine ne pourrait pas profiter de ça pour, je sais pas. Ben, ils peuvent très bien agiter un petit peu le Pakistan ou soutenir le Pakistan pour affaiblir l'Inde. Surtout qu'en plus l'Inde a décroché des très gros contrats qui vont ennuyer la Chine, c'est que Apple délocalise sa production de Chine vers l'Inde. Hmm. Donc ça peut être des petits coups de couteau en fait qu'ils peuvent Ouais. faire mais la Chine, je la vois pas s'engouffrer frontalement dans le conflit, vu que déjà ils ont Taïwan, ils sont focus sur Taïwan et toute la mer de Chine. Donc Et dans le cadre de cette hausse des tensions, est-ce qu'il y a un risque de l'accroissement des violences ou des, on va dire, des attaques de manière générale du gouvernement Modi contre la population musulmane de l'Inde? ça, c'est ce qui est le plus probable en fait. C'est que ça soit utilisé comme un totem en disant regardez les méchants musulmans, ils nous font des attaques, on va leur purger le visage. En fait, c'est le scénario le plus probable et je pense que c'est comme ça que ça va être utilisé politiquement par cette frange des politiques hindous, parce que je crois que il y a l'un des ministres de Narendra Modi qui disait qu'il fallait complètement annexer le Cachemire. Donc, et en fait, je pense que en fait, ça va vraiment être utilisé comme un totem pour taper surtout la population intérieure d'obédience musulmane en Inde, en fait, et que ça va D'accord. servir entre guillemets de prétexte d'outil politique intérieur. Et comment dire ça? Et là, du point de vue européen, etc., nous, l'Europe, est-ce qu'elle a un rôle qu'elle peut jouer dans ce genre de d'opposition ou Ignorer médiateur? Quel rôle on peut avoir? Est-ce que déjà on a quelque chose à aller faire là-bas? cependant pas Est-ce eu qu'on n'a pas déjà assez à faire en Ukraine ou Alors je pense que déjà on est bien occupé avec Ouais, l'Ukraine, on est bien occupé alors on est plus présent en Afrique, enfin plus autant qu'avant, mais il y a pas mal de crises qui sont là, et qui font qu'on est un peu focus sur le sujet. Et
Le Au pire, on dira: «Ouh là là, c'est pas très bien, calmez-vous», mais je pense pas qu'on aille faire quelque chose de plus. Parce que et dans tous les cas, nous, la France, on se rangera plus facilement du côté de l'Inde parce que l'Inde est un très Oui. gros acheteur de Rafale. Donc ça se trouve, on verra des Rafales piloter des positions Oh purée. pakistanaises. Je sais pas si ça serait très bon sur le plan diplomatique, mais ça sera, exercice en conditions réelles, Mais quoi. est-ce qu'on est comptable de l'utilisation du matériel que l'on vend? Théoriquement non. Mais quand on vend des armes, on sait qu'un jour ou l'autre ça sera utilisé. Bah, Enfin, on c'est est le enfin, but de l'utilisation de l'achat d'armes, c'est de potentiellement l'utiliser un jour, oui, c'est c'est sûr. voilà, normalement c'est pour dissuader, mais à un moment ou un autre, ça va servir pour tabasser quelqu'un. Donc oui, quand on vend de l'armement, on sait que ça sera utilisé. On essaye de ne pas le vendre à tout le monde, mais voilà. Parce que en termes de puissance militaire, si on fait fi de l'arme nucléaire, dans un conflit qui pourrait opposer Inde et Pakistan, il y a Sur un le plan équilibre purement des forces, conventionnel, ouais, sur le non, plan alors, proportion d'armes de puissance militaire. il y a toujours en fait, c'est là où c'est toujours très compliqué. Et ce qui fait que je suis un peu chiant, c'est que l'Inde, je crois à peu près, le Pakistan, je regarde mes chiffres, mais ça varie hein, d'une année sur l'autre. Les dépenses de l'Inde dans le militaire, c'est 74 milliards à peu près. Le Pakistan, c'est environ 10 milliards, grosso modo. L'Inde peut aligner à peu près plus d'1 million de soldats et 1 million de réservistes, etc. Sur le plan quantitatif, en termes d'hommes et de matériel, l'Inde est souvent bien au-dessus du Pakistan. Euh, Après, la question c'est est-ce que les Gugus, ils sont aptes au combat? Parce que tu peux aligner 1 million de soldats, s'ils sont tout mauvais, ça va être compliqué. Le Pakistan, son armée sert aussi de police, donc ça gonfle les chiffres de son armée. C'est comme la Chine. La Chine, ils ont beaucoup de soldats, mais il y a aussi toute une partie des soldats qui sont en fait des policiers, donc c'est pas des combattants, on va dire. Donc, à relativiser. Sur le papier, l'Inde est supérieur, bien supérieur. Après, la question, c'est la logistique. C'est quand on voit des Gugus à je ne sais combien d'altitude et qu'il va falloir leur ramener munitions, nourriture, essence, obus, etc. Faut avoir la chaîne, en fait. Et si t'as pas cette chaîne logistique, t'as beau aligner plein de soldats, à un moment, il n'y a plus rien. Parce Donc, que là, c'est les derniers grands conflits de grande intensité de chacune des deux puissances, c'est quoi? C'est entre eux ou c'est avec c'est d'autres entre eux. États? C'est toujours entre eux, de mémoire, c'est toujours entre eux. Il y a eu la première guerre d'indépendance entre 47 et 48, ça a été assez violent. On a eu la guerre on a ensuite la guerre euh, de 65, là qui était sur le Cachemire, là on était, je crois, on était à peu près à moins de 10 000 morts de chaque côté. Et ensuite, après, on a la guerre de 71 au niveau du Bangladesh, mais là, c'est plus une guerre civile où l'Inde et le Pakistan essayent de gérer le truc. Là, c'est des purges violentes. Et la dernière guerre, enfin, dernière confrontation qui a eu lieu date de 99, si je ne me trompe pas, D'accord. où c'est 980 morts du côté pakistanais, et ça a débouché sur un coup d'État au Pakistan, parce que le Pakistan avait perdu. D'accord. Donc, Et alors, c'est ça le truc. question très intéressante de Cronambule d'ailleurs, est-ce que tu as l'historique du processus d'acquisition de l'arme nucléaire au Pakistan? Alors, j'ai plus les détails en tête, mais c'est super Oh. intéressant. Mais c'est super intéressant le Pakistan parce qu'en fait eux c'est clairement du vol technologique en fait qu'ils ont fait. C'est en gros c'est un type le papa de la bombe nucléaire du Pakistan, il était passé avant dans les trucs de production nucléaire en Europe, et donc il avait un certain savoir-faire qu'il a ensuite exporté euh, au Pakistan. Après, il y a la Russie et d'autres pays qui ont aidé un petit peu en sous-main pour aider, mais il y a une grosse partie où c'était du gros vol de technologie, et ce qui fait qu'après on a un peu plus barricadé les processus de production de l'arme atomique. J'avoue avoir énormément de mal à imaginer le Pakistan, un pays extrêmement pauvre, extrêmement... enfin, c'est Mais ça clairement pas dépend un où tu pays mets ton développé. argent. Hein. Ouais, c'est clairement pas un des pays développés, quoi. Posséder Oui, l'arme bah, nucléaire, c'est quand même... je vais prendre en termes d'imagination, c'est dur à imaginer, quoi. un contre-exemple, la Corée du Nord. Je veux dire, ils sont Ouais. tous en train de crever de faim, pour le dire simplement. Le pays, il est extrêmement pauvre, et pourtant, ils ont une armée qui aligne je sais pas combien d'hommes, et ils sont avec l'ogive nucléaire. Donc,
C'est Et, juste et, qu'ils ont concentré le truc là-dedans. et du côté de l'Inde, ça s'est passé d'une façon similaire? L'Inde, je sais plus du tout. Je suis désolé. Je suis désolé sur l'Inde, mais je vais googler ça. Alors, Euh, programme nucléaire de l'Inde, D48. voilà. Ah, ils ont plus Euh, d'armes nucléaires potentiellement au Pakistan qu'en Inde, hein. voilà, mais est-ce qu'ils ont combien ils en ont, combien ils déclarent, comment elles sont entretenues. Euh, Oui. mais oui, c'est D48 à l'arme nucléaire et entre guillemets, ce qui est assez dramatiquement drôle, c'est dès que l'Inde a fait son premier essai nucléaire, boum, le Pakistan a enchaîné, hop, essai nucléaire, et dès que l'un fait un essai nucléaire, ils se répondent en fait. Je vais caricaturer, c'est peut-être un peu méchant, mais quand je vois ça, j'ai l'impression d'avoir une sorte de combat de roquets là qui se menace, et tu sais pas comment ça peut déboucher malheureusement. Et Déclanter pose une question intéressante. C'est quand même deux anciennes colonies britanniques qui sont membres du Commonwealth. Le Oui, Pakistan, je savais pas, mais l'Inde, j'avais un oui. doute aussi. Et est-ce que le Royaume-Uni peut jouer un rôle de modérateur? Ils peuvent, euh, sur, ils peuvent et je pense qu'ils pourraient s'engager dans la discussion parce que de par son passé colonial, l'Angleterre a une très forte diaspora à la fois indienne et à la fois pakistanaise. Donc là, il y a quelques vidéos qui circulent, où on voit des manifestants indiens et pakistanais à Londres qui sont en train de se faire face à face. Donc pour eux, pardon, Tes souhaits. c'est euh, c'est un risque aussi de déstabilisation interne du fait de cette diaspora qu'ils héritent du passif colonial, comme nous on a des diasporas plus ciblées de par aussi notre passif colonial. D'accord. Et est-ce que sur le sujet, en tout cas, Pakistan, il y a autre chose que qui a noté à tes yeux sur le sujet? Je regarde parce que en même temps, là, vu que tu as mis le reportage de Désolé. Soudicat, mais il n'y a pas de souci, il y a pas de souci. Et c'est une très bonne référence et tu as bien fait. En fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a tout le monde qui s'excite sur ce sujet en agitant la guerre nucléaire. Alors oui, le risque zéro n'existe pas, hein. Mais avant d'arriver au risque nucléaire, faut se rappeler que les deux pays, ils se sautent à la gorge régulièrement, ils se menacent régulièrement, ils ont des fois des conflits qui éclatent mais qui restent toujours très mesurés à peu près. Ce qui va être surtout utilisé en fait, c'est l'usage en politique intérieure, à la fois au Pakistan mais surtout en Inde par Narendra Modi. Moi ce que je vois le plus venir, c'est vraiment Narendra Modi qui se jette corps et âme dans le truc pour réaffirmer sa puissance, pour réaffirmer son autorité et fédérer autour de lui. Parce qu'il coupe l'herbe sous le pied de l'opposition qui peut pas dire, oulala, c'est pas grand chose qui s'est passé, faut rester timoré. L'opposition, elle est obligée de dire, bah oui, faut faire quelque chose. Tu peux pas dire, il faut rien faire. Et donc c'est plutôt un usage, je pense, qui va être fait dans la politique intérieure de l'Inde, à la fois pour un peu plus tabasser les musulmans qui subissent déjà pas mal de, de violence en Inde, et à la fois pour renforcer encore le dispositif militaire et policier dans le Cachemire et favoriser encore cette politique entre guillemets de remplacement de population en incitant à la mobilisation en incitant au déménagement d'hindous dans cette région pour rendre minoritaire, un peu comme ce que la Chine fait par rapport au Xinjiang. Oui. Euh, il y a pas mal d'influenceurs chinois qui font des vidéos qui disent regardez le Xinjiang c'est super, venez vous installer, blablabla. Bla, 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 bla. On sait qu'ils sont téléguidés par Pékin et l'objectif c'est inciter les populations à venir pour progressivement devenir majoritaires par rapport aux populations locales et ainsi écraser les revendications par la masse. Donc ça va être le point fort et surtout faciliter entre guillemets une politique en désignant, bah regardez, c'est des terroristes en puissance, les musulmans du Cachemire, et donc augmenter la répression de ces gens-là. En fait, c'est ça pour moi, c'est vraiment le scénario le plus probable qui y aura. D'accord. Et par-delà ce scénario, du point de vue, on va dire, des revendications territoriales, est-ce que tu sais historiquement sur quoi se basent ces revendications territoriales ou quelles en sont la cause de ce conflit territorial? Ben, Si en ce n'est fait, le degré religieux, c'est vraiment que du religieux ou... en regardant, en me penchant dessus, j'ai vraiment l'impression que c'est le côté religieux qui est là en priorité, parce que j'ai essayé de regarder
s'il y avait des ressources stratégiques dans le Cachemire. J'ai pas vu de documents qui parlent de ressources stratégiques comme des terres rares, comme du charbon, comme du pétrole ou je ne sais quoi, qui sont dans le secteur. Peut-être que je suis passé à côté de l'information. Après, l'autre point stratégique, c'est quand même le contrôle du fleuve Indou. Celui qui contrôle le fleuve Indou, s'il a les infrastructures pour couper l'eau, tu peux tuer littéralement la nation en dessous et les populations. Donc l'eau, le religieux et le contrôle de l'eau prioritaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect militaire? Parce que tu expliqué que le Cachemire, c'était quand même une zone qui surplombait. Oui, C'est-à-dire d'être en hauteur vis-à-vis d'un État ennemi, parce que bon, Pakistan, c'est pas juste des adversaires, c'est carrément des ennemis. Donc d'avoir un point de vue sur de la hauteur sur tout, on va dire toute la zone pakistanaise. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt stratégique militaire peut-être? oui, il doit y avoir un accès. Ça me rappelle un peu tu sais, dans le plateau du Golan en Israël, quand la Syrie est tombée, Israël a s'est étendu à une des montagnes pour avoir la vue sur la Syrie, notamment sur Alep, tu vois, Oui, d'un point de vue stratégique militaire, il y a ça, tu vois. alors Ça me fait penser à ça. d'un point de vue stratégique et militaire, il y a toujours un intérêt de ce côté-là d'être en hauteur par rapport à l'autre. Après, on va pas se leurrer maintenant avec les systèmes d'imagerie satellite, les drones, les machins, les bidules, tu peux voir ce qui se passe derrière la montagne. Hein. Je caricature, mais c'est toujours un avantage d'être en hauteur. Et après, c'est très bête. Si c'est pas toi qui le contrôle ce territoire, c'est qui? Ben, c'est les autres. Oui. Donc, tu préfères que ça soit toi qui contrôle ce territoire plutôt que le Pakistan ou ou la Chine qui est en embuscade. Il y a cet intérêt qui est là aussi. C'est en fait t'aimes pas le vide stratégique parce que le vide stratégique fait que une autre puissance va s'embarquer dans la région et va essayer de se développer dans le secteur et donc de te menacer. C'est un rapport de force, un rapport stratégique qui est entre les différentes puissances. Euh, voilà à peu près ce que je pourrais dire sur la chose. Après, sur l'origine, en fait, dès 47, c'était un sujet qui a divisé. En fait, dès l'indépendance, la zone du Cachemire était un gros sujet. Et en plus, le Cachemire, avant, c'était un royaume indépendant. Les deux Donc, ont pris l'indépendance en même temps? quasiment kiff-kiff, en fait, parce qu'ils D'accord. pouvaient pas se supporter. C'était vraiment le truc. Et ce qui fait en fait que les Anglais, ils ont vite décampé. Ils ont laissé ensuite. Au début, les Anglais ont essayé de mater par la violence, parce qu'on dit la décolonisation française est violente et la décolonisation anglaise est souvent plus pacifique. En Inde, ça se faisait bien tabasser dans les rues quand ça manifestait. Et ensuite, quand ils ont vu comment ça tournait et qu'ils n'arrivaient pas à maintenir le contrôle, parce que les mouvements indépendantistes ont commencé à partir de 1930, en Inde orientale, et ils se sont barrés et ensuite c'est démerdez-vous et entretuez-vous, hein. Enfin c'est plus leur problème. Et en fait le problème c'est que celui qui aurait pu possiblement être une figure d'une approche plus pacifique, c'était Gandhi, mais Gandhi il se fait assassiner par un fanatique hindou en 48. Oui. Donc et depuis, je sais pas s'il y a vraiment eu beaucoup de pacifistes dans le secteur qui ont eu la côte sur le plan politique. Et, euh, et là, du point de vue religieux, du coup, là, donc, il y a, on va dire l'acharnement sur la population musulmane en Inde. Du coup, est-ce qu'il y a un déplacement de la population musulmane hindoue, enfin indienne, pardon, vers des États voisins ou Des hindous qui vont vers des États non, voisins, des c'est-à-dire Indiens, des musulmans indiens pardon, des pardon, musulmans déplacement de indiens. population de musulmans indiens, pardon. Ça, c'est tout. Alors déjà, avec le fait qu'il dégage les Pakistanais de son territoire d'ici le 29 avril, ça fait un mouvement pour les retirer. Ensuite, après, il y a le truc du euh, plus on te tape, plus on a des politiques répressives envers toi parce que ta foi fait que tu es une cible, plus ça te pousse à te barrer. En fait, techniquement, c'est donc il y a déjà des déplacements qui sont pas non plus très massif par rapport à ce qu'on a pu voir en 47-48 et ensuite après dans les années 60 vis-à-vis du Bangladesh. Parce qu'au moment du Bangladesh aussi, là c'était des purges religieuses, hein, c'était des massacres, mais ça peut jouer en fait, et c'est ça l'usage, c'est que vu qu'ils vont être désignés comme encore plus une menace, on va remettre le couvert sur cette population-là, en les rendant terroristes, donc politique répressive, donc à un moment, quand tu te fais taper et quand on te désigne du doigt dans la rue comme une menace, tu te barres en fait. Oui, Donc ça peut d'accord. faciliter ça. Bon, du coup, je pense que
Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans le chat sur le sujet de l'Inde et du Pakistan et du conflit au Cachemire ou Je sais pas si j'ai réussi à apporter un Bah éclairage si, t'as quand même plus donné plein particulier. d'informations parce que c'est vrai que nous on n'en avait même pas encore parlé sur la chaîne. J'attendais justement de voir si je pouvais t'inviter sur la chaîne pour en parler. Donc tant mieux, tant mieux. Merci à toi. Mais C'est si bon bah j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de questions voilà, sur le sujet. voilà, j'invente pas le feu en fait sur le Oui. sujet. Je vais pas vous faire une déclaration de C'est dingue. toujours plus ou un intéressant truc dans le d'avoir genre. ça au travers d'un échange quand même que de regarder que des vidéos, des articles ou autre quoi. Donc Ah, voilà. Et du coup, c'est vrai. Chicanis voulait te poser une question tout à l'heure. J'ai vu oui. sa question passer. Alors attends, faut que je la retrouve. Comment est-ce que tu gères la charge intellectuelle d'analyser tous les conflits et toutes les misères humaines? C'est épuisant. Et l'année 2025 est particulièrement chargée, donc c'est encore plus fatigant. Après, ça je l'avais dit quand j'étais venu déjà, je crois, dans La première fois, il me semble, ouais. tes premières invitations. Quand on suit l'actualité géopolitique et donc on est très tourné sur les crises et les conflits, je regarde peu d'images violentes. Dans le sens, si j'ai des images satellites, des images par drone, etc., c'est très bien, mais j'évite toutes les images où le mec il a sa GoPro sur son casque, où il est en train de filmer avec son téléphone, en train de découper son voisin. Je le limite. Je suis confronté à ce genre d'image, mais j'essaie de le limiter, parce que ça c'est le plus compliqué à gérer, c'est les images et le son. Dans ce genre de situation, donc couper le son automatiquement. Mais c'est vrai que là, je suis un peu sur les rotules. Je suis un peu sur Il y les a pas rotules, une forme de mais c'est passionnant. désensibilisation aussi à force? Oui, il y a aussi une désensibilisation qui se fait. Et après, il y a aussi un humour qui peut Ouais, bah paraître oui. un peu chaud pour beaucoup de gens. Je peux rigoler de choses complètement horribles, mais c'est une manière aussi D'extérioriser. d'extérioriser parce que bah t'es confronté. Je veux dire, quand je me tape des vidéos de cannibalisme et tout, je fais oh putain. Oh. C'est un moment faut entre guillemets en rigoler parce que t'es là. Et après l'année 2025, on est même pas à la moitié de l'année. C'est une dinguerie cette année. Je pense que je vais finir l'année vraiment sur les rotules, mais après, ben, fort heureusement, je prends des vacances de temps en temps. Mais après, je pense que c'est comme toi. Tu as aussi une énorme charge de travail sur l'actualité. Oui. Et si on n'est pas passionné, on peut pas tenir. C'est pas un sprint, c'est un marathon quand on fait ça. Et il faut être passionné parce que sinon tu te tapes la tête contre le crâne, enfin la tête contre le crâne, la tête contre le mur. Oui. On va dire que j'ai davantage la chance que comme je traite beaucoup l'actualité nationale, bah, on n'a pas des massacres ou des actes de cannibalisme à ce point, quoi. Voilà. Nous, ça va Ah, davantage être moral, tu vois, genre quand tu voilà. vas parler jour et nuit de Betaram, jour et nuit de licenciement, jour et nuit des trucs comme ça, bon, c'est pas pareil, mais c'est pas C'est- forcément des trucs qui donnent le smile non plus, quoi. Oui, mais ça reste une charge de travail qui est Oui, importante. la charge de travail, oui, oui, oui. On est plus de l'ordre entre guillemets de l'analyse et des valeurs politiques. Moi, je fais de l'analyse et j'ai aussi des valeurs. Je veux dire, bah, il y a des sujets, je dis celui-là c'est un sale type parce que en Bah, fait. j'ai du mal à te voir dire, ouais, Poutine, il est cool. Tu vois, Non, ou Trump, non, Trump fait non, des moves vachement intelligents, tu vois. J'ai du mal à te le voir. non. Voilà. Et tiens, dernière dinguerie sur Trump, je pense que peut-être que tu ne l'as pas vu parce que tu as commencé ton live, je crois, à Non. 8h ou 9h. Qu'est-ce qu'il a Et encore fait? oui, mais c'est de la saturation informationnelle, hein, ce qu'il fait. Il a déclaré qu'il avait vu que l'Inde et le Pakistan se tapaient sur le Cachemire et était là. Oui, mais ça fait depuis 1500 ans qu'ils se tapent dessus et tout. T'es là, mais mec, tais- Oh, un tais-toi, début. tais-toi, tais-toi. Juste ouvre un bouquin des fois mais ça fait du clic. Ça fait du clic. Donc, donc voilà, mais avec lui, on est, Et il y en a pour 4 ans. c'est ça, on n'est jamais à court de dinguerie. Il y en a Donc pour voilà. 4 ans. Écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Donc voilà. Si voilà, si t'as d'autres questions, ben il y a pas de problème. Bah, là, j'ai une question toujours sur bah, pour revenir sur le sujet, du coup, j'ai une question qui Oui. me demande, tac, tac, tac. Alors, attends, faut que je la retrouve. Est-ce que le Pakistan serait soutenu par les groupes religieux qu'elle habite? Question de Zadistan. Est-ce que les groupes religieux pakistanais soutiennent le conflit avec l'Inde? T'en as certains oui, t'en as d'autres non, parce que par exemple hier au Baloutchistan, c'est une région du Pakistan, il y a eu des attentats contre l'armée.
Et c'est une autre D'accord. branche religieuse. Donc le Pakistan, il va pas très bien non plus. C'est pas parce qu'ils ont cette même religion qu'ils ont pas des sous-branches et qu'ils se tabassent pas Ah entre bah eux oui. aussi. En fait, les talibans, par exemple, ont été un allié historique des Pakistanais, mais maintenant les talibans, ils les dégagent de chez eux parce que ça cause des problèmes. Donc certains vont être fédérés parce que la haine de l'Indien et Là, c'est ce que j'allais dire, le conflit mais voilà. religieux. C'est ça, et je finirai sur un truc aussi par anecdote rigolote, enfin rigolote, voilà, c'est quand il y a eu le 7 octobre, les milieux ultranationalistes indiens ont beaucoup balancé de fake news pour pointer du doigt des crimes commis ou des trucs réalisés par les Gazaouis et plus largement les Palestiniens, qui étaient des fake news, mais en fait pour une seule et unique raison, c'est pas qu'ils sont fans d'Israël, c'est juste qu'ils détestent les musulmans. Donc ils ont saturé un moment l'espace informationnel de fake news pour soutenir Israël et balancer des dingueries sur les Palestiniens, alors qu'il y avait déjà assez de choses à traiter. Voilà, regarde, j'ai Stéphane qui me dit le Balouchistan est en rébellion contre le Pakistan et l'Iran, tant qu'à faire. Oui, voilà, voilà, c'est un enfer cette région. Et alors, c'est vrai, là, la question est hyper intéressante, je n'y ai pas du tout pensé. Qu'est-ce que c'est les relations, quelles sont les relations actuelles entre l'Inde et le Bangladesh qui on appelle le Pakistan oriental un peu? Est-ce que c'est des Euh, relations qui sont aussi extrêmement tendues ou est-ce que tu tendu. sais, je sais pas. Je sais pas trop. Je sais que quand il y avait eu des émeutes avec la présidente du Bangladesh qui a été dégagée par la population civile, il y a eu des dérapages ensuite de certains sur les minorités hindoues. Euh, donc, je pense que c'est pas les meilleurs copains du monde, mais j'avoue, je me suis jamais trop intéressé sur la géopolitique du Bangladesh et donc des Ok. relations qu'elle a avec l'Inde. J'en suis désolé, c'est un peu un point mort le Bangladesh. Désolé les gars, mais je regarde pas trop ce qui se passe. Alors attends, on me demande quel est le pourcentage des populations en termes de religion. Alors je suis allé regarder 80% d'hindous, Oui. 15% de musulmans, 2,3% de chrétiens et 1,7% de sikhs. De Sikhs, ah oui, les Sikhs, c'est une population encore à part, et les Sikhs aussi sont pointés du doigt par Narendra Modi. D'accord. Euh, Et les ils avaient chrétiens, tenté. ça se passe comment? Et les hindous chrétiens, ça se passe comment? Hindou chrétien, je sais pas. Pour les Sikhs, ça avait créé une crise diplomatique avec le Canada parce qu'il y avait eu soit une tentative d'enlèvement, soit une tentative d'assassinat d'une figure sikh qui avait trouvé refuge au Canada et les services indiens étaient pointés du doigt dans cette histoire. Je me rappelle plus si c'était une tentative d'enlèvement ou une tentative d'assassinat D'accord. qui avait eu lieu. Donc ouais, donc en fait, Modi contre les minorités religieuses de son pays, quoi. Enfin, il fait le pari du nationalisme hindou. Voilà, c'est ça. Comme c'était dit à un moment dans le chat, hein, quand on pense hindouisme, on pense les moines tibétains là qui fait oh tout Alors que tranquille, rien du tout. etc. Non violence. Oui, ça existe, mais il y a aussi les hindous ultra vénères qui tabassent les voisins. D'accord. Ok. Ben écoute, est-ce que toi, il y a un autre conflit ou un autre sujet que tu trouves... là, il reste Alors, 10 petites minutes. je pense qu'on a à peu près fait le tour et je t'avoue, je dois me faire à manger parce qu'après moi j'ai mon live à 12h45 ou Pas de 12h45, souci. 13h sur la papauté. Mais si tu veux, je peux encore répondre à une ou deux questions rapidement et Bah écoute, bah en vrai, je pense que je vais te laisser, c'est 11h50. On avait dit 45 minutes à la base. Bon, il y a eu 5 minutes de retard, donc ça compense. donc c'est bon. Je te libère, je vais te laisser aller manger. Il y a Euh, Dragon qui demande si j'ai parlé du Groenland. Oui, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un très gros sujet, super intéressant, de niche, mais super intéressant. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup à toi, Yann, à Mais c'est moi Carte qui du te Monde. remercie, N'hésitez pas à aller vraiment. le follow, il fait un travail d'une très grande qualité hein, sur le sujet du traitement géopolitique de tout Ben, conflit, de toute région du monde en plus, j'ai envie de te dire. Mais voilà, en tout cas, bravo à toi et merci de ta présence pour la troisième fois. En bah, tout cas. c'est moi qui te remercie pour cette troisième invitation. Je passe toujours un très bon moment. Bon, là, cette fois, je pense pas avoir inventé le feu sur le sujet. Euh, j'ai essayé de rester assez factuel et tempéré sur le truc. Et je tenais encore à remercier les viewers pour les questions, mais aussi toi pour le travail que tu fais, parce que tu fais juste un travail de dingue. Et tu mérites le partenaire Twitch, vraiment. Merci. Et Bon, toi aussi, tu le mérites, hein, ça arrive, je suis persuadé que ça arrive.
verra. Et j'espère que tu pourras à un moment, parce que c'est un de tes objectifs, de vivre pleinement de cette passion. Ben, merci Non. beaucoup. Mes fichiers PDF de 5 pages par live, te remercie. Courage, parce que vous voyez pas l'envers du décor, c'est un truc de folie. Allez, passe une excellente journée, une bonne fin de Merci. week-end et bon live tout à l'heure, Yann. À bientôt. Et également, bonne journée, bonne suite de live, bon courage jusqu'à 17h, je crois. C'est ça, ouais, jusqu'à 17h. Voilà, je vais un peu souffler, je vais manger, je vais leur remettre le complément d'enquête sur Mélenchon. Voilà. D'accord. Eh bien, bon Allez. visionnage de Mélenchon. À bientôt. Bon live, merci encore. Ciao. Ciao.